Dans le présent entretien, je veux réfléchir avec vous à toute la question de l'infidélité et de l'adultère à l'intérieur d'un couple. Une situation qui, comme vous le savez fort bien, est loin d'être rare et qui offre l'occasion de ruptures, au moins de disputes, de ventilation, d'hostilité qui peuvent rendre la vie extrêmement désagréable à l'un et à l'autre des partenaires d'une relation de couple. Est-ce qu'on peut s'attendre qu'au cours de la vie d'un couple, de telles situations se produisent? Il semble bien que oui, qu'il soit sage de s'attendre à ce que dans une vie de couple qui dure de nombreuses années, de tels phénomènes puissent se produire au moins occasionnellement. Déjà là, ce n'est pas des choses que les gens se disent quand ils se marient et qu'ils vivent dans cette période initiale de leur relation, mais il semblerait donc sage de s'attendre à ce que la situation puisse se produire éventuellement au cours des années qui vont suivre le début de la relation. Beaucoup, malheureusement, de personnes qui deviennent conscientes que leur conjoint entretient une relation latérale ou, comme on dit, sauter la clôture, c'est aller voir ailleurs comment, si l'herbe n'était pas plus verte, considèrent la chose comme une chose irréparable, affreuse, intolérable et inacceptable. De fait, ils la considèrent comme un drame. Comme je le disais déjà sur le côté opposé de cette bande, eh bien, il semble bien que nous fabriquons nos propres drames, et qu'ils n'existent pas en réalité. Un adultère est un adultère, il n'y a là-dessus aucun doute, et le transformer en drame, on le fera toujours d'une façon arbitraire. Même si la chose est très désagréable, ennuyeuse, frustrante, il ne semble pas ni réaliste, ni utile, donc ni correspondant au réel, ni très utile pour soi-même, de considérer ou de transformer un événement désagréable en une tragédie. L'adultère et l'infidélité seront bien sûr plus fréquentes non seulement à cause de la durée de la vie des couples, mais également parce que la tolérance sociale au cours des siècles s'est largement accrue sur ce point. Bien sûr, on ne lapide plus les femmes adultères comme on pouvait le faire il y a des siècles, et par ailleurs, l'époux qui est infidèle n'est plus en général soumis au même traitement rigoureux de la part de la loi qu'il pouvait l'être auparavant. De telle sorte qu'on peut donc s'attendre à ce que la chose se produise plus souvent. Il vaut la peine de se poser un certain nombre de questions, me semble-t-il, qui sont des questions utiles dans une situation comme celle-là. D'abord, est-ce que des conjoints ont besoin de l'exclusivité sexuelle ou émotive de leurs conjoints respectifs? Est-ce qu'on a affaire là à un besoin fondamental hors de la satisfaction duquel la vie n'est plus possible ou la vie du moins agréable, le bonheur n'est plus possible? Est-ce que, de fait, il en est bien ainsi? Bon, cette réflexion sur les besoins est une réflexion qui m'apparaît fondamentale, tant sont fréquentes les situations où quelqu'un transforme en besoin des éléments qui, de fait, ne sont pas indispensables, mais qui sont simplement agréables, désirables et intéressants. Cette transformation d'une chose agréable en un besoin inéluctable ou nécessaire amène presque, enfin non pas presque, mais toujours amène chez celui qui transforme les choses ainsi, amène donc la présence de l'anxiété ordinairement également accompagnée d'hostilité envers celui ou celle qui a posé des gestes qui sont considérés comme venant rompre ou contrecarrer ce qui est conçu comme un besoin. Or, de fait, si vous y réfléchissez un peu, il y a peu de choses dont nous ayons véritablement besoin. Encore une fois, une certaine confusion règne dans le domaine. Beaucoup de choses sont dénommées besoins, semble-t-il, d'une façon un peu rapide et peut-être un peu à la légère. Qu'est-ce que c'est finalement qu'un besoin? Eh bien, on pourra, me semble-t-il, réserver ce terme opportunément à un élément dont la présence est ou utile ou indispensable à l'atteinte d'un objectif. Ainsi, si je prends des exemples très terre à terre, somme toute, je pourrais dire que pour m'asseoir, pour obtenir l'objectif qui est le mien, somme toute,
réaliser la position assise, je n'ai qu'un besoin remplaçable d'un fauteuil ou d'une chaise, puisqu'il est toujours possible de s'asseoir par terre ou, somme toute, sur n'importe quelle surface plate suffisamment solide pour supporter mon poids. À ce moment-là, je ne pourrais pas dire que j'ai un besoin irremplaçable d'un fauteuil, même si on peut dire que dans les circonstances habituelles, s'asseoir dans un fauteuil sera plus confortable que s'asseoir par terre. Cependant, même si la chose est plus confortable, je ne peux pas encore dire logiquement que pour m'asseoir, j'ai irrémédiablement et indispensablement besoin d'un fauteuil. Faute de fauteuil, il est toujours possible de s'asseoir quand même, s'il y a une surface plate suffisamment large et confortable et solide qui soit disponible. Cependant, dans un certain nombre de cas, l'atteinte d'un objectif suppose la présence d'éléments qui, eux, sont irremplaçables. Ainsi, par exemple, pour jouer du violoncelle, j'ai absolument et irremplaçablement besoin d'un violoncelle. Il n'y a pas de substitut possible si l'objectif est d'en jouer. On ne jouera jamais de violoncelle sans la présence d'un violoncelle. Pour survivre, j'ai irremplaçablement besoin de m'alimenter, donc d'absorber un certain nombre d'aliments, lesquels d'ailleurs peuvent être très différents les uns des autres. On ne peut pas dire que la viande de bœuf est irremplaçable, mais un certain nombre d'aliments, oui. Bon, j'ai également besoin de boire un certain nombre de liquides qui contiennent de l'eau. Bon, ceci là est évidemment irremplaçable. Ceci est pour atteindre l'objectif de survie, comme tout à l'heure, c'était l'objectif soit de jouer le violoncelle ou de m'asseoir. Bon. Compte tenu de l'objectif, maintenant, qui est celui de tous les humains, de l'objectif général, qui est d'obtenir un certain bonheur sur cette planète, d'y vivre une vie plus heureuse que malheureuse, peut-on dire, compte tenu de cet objectif-là, qu'il est atteignable de façon unique seulement quand, dans une situation de couple, la fidélité est réalisée? Somme toute, est-ce qu'on peut dire le bonheur devient impossible si l'un des conjoints n'est pas totalement et complètement fidèle à l'autre? Il me semble que si vous y réfléchissez sereinement et tranquillement, vous allez constater que de fait, la chose n'est pas vraie. Il est possible quand même d'être heureux quand on est trompé, même si on le sait, et à condition de ne pas se mettre en tête que la chose est indispensable, ce qui, comme on le disait tout à l'heure, provoque la présence d'anxiété et d'hostilité qui, elles, viennent, ces deux émotions, entacher plus ou moins sérieusement ou diminuer plus ou moins sérieusement le bonheur que l'on peut connaître. Il est donc, me semble-t-il, très important de faire cette distinction très nette dans une situation où l'on devient conscient que le conjoint se livre à l'adultère ou nous trompe de quelque manière. Le bonheur est-il encore possible? Est-ce que j'ai absolument besoin de la fidélité totale et continuelle, sans aucune défaillance de mon conjoint pour être heureux sur cette planète? Ou ce qui revient à dire, est-ce que j'ai absolument besoin que mon conjoint même me préfère d'une façon totale, exclusive et permanente à toute espèce d'autre être humain qu'il puisse jamais rencontrer, et en tout temps? Si vous y réfléchissez tranquillement, vous arriverez probablement à concevoir, premièrement, que le bonheur total n'est pas obtenable sur cette planète, quelles que soient les circonstances, et qu'un bonheur relatif peut être quand même atteint, même si des situations idéales ne sont pas réalisées.